Depuis un moment, je me disais que je devais me mettre à l'électronique. Cela avait pour moi un intérêt particulier. J'avais programmé, vers l'âge de mes 14-15 ans, des petits programmes en langage basique, un point sur un interpréteur de langage basique, un Amstrad CPC 6128. J'ai ensuite développé divers logiciels en langage C, comme un logiciel éducatif, en passant par des jeux vidéo. Mais tous ces programmes avaient la particularité de n'avoir qu'un impact dans le virtuel. En effet, lorsque je développe un jeu vidéo, le personnage se déplace, mais uniquement dans un monde virtuel sur un écran. J'avais envie de programmer quelque chose qui aurait un impact dans le monde réel. À la mi-février, je me suis alors mis à l'apprentissage de l'électronique en partant de zéro. Environ 70 coca plus tard, soit environ 10 jours, j'avais acquis suffisamment de connaissances pour pouvoir allier mes connaissances en électronique et en informatique. Je me suis mis à la recherche d'un projet et dans la même journée, j'ai décidé de développer et concevoir un petit robot autonome. Je pensais qu'il représenterait la parfaite synthèse de mes acquis. J'ai donc commencé à prendre des boîtes de chocolat qui restaient du jour de l'an. J'ai découpé le plastique. Je l'ai façonné puis soudé à l'aide d'un fer à souder pour obtenir les formes voulues. La tête est composée d'un télémètre à ultrasons et d'un écran LCD. Le télémètre à ultrasons conférera au robot une vision équivalente à celle d'une chauve-souris. Le télémètre à ultrasons envoie une onde sonore inaudible de 40 000 Hz. Lorsque l'onde rencontre un obstacle, elle se répercute sur celui-ci. L'onde revient alors vers le robot qui en détecte le retour. Le télémètre à ultrasons renvoie alors une valeur qui correspond au temps qu'a mis l'onde pour partir du robot et en revenir. Une fonction informatique se charge ensuite de convertir cette valeur en distance en centimètres. J'ai commencé par faire réagir le robot en fonction des distances. La distance n'avait comme conséquence que de faire s'éteindre et s'allumer des LED. Ensuite, j'ai fait pour que le robot puisse bouger sa tête. J'ai utilisé pour ça un servomoteur de taille picot. L'axe de la tête a été bricolé et récupéré dans un magnétoscope. Le robot pouvait enfin tourner sa tête. J'ai alors commencé à faire interagir le robot en fonction de ce qu'il voyait. J'ai donc commencé par faire que le robot puisse détecter les obstacles, mesurer les distances, en face, à droite puis à gauche, et à tourner sa tête du côté où il y avait le plus de place. J'ai travaillé sur différentes réactions par rapport à ce qu'il voyait. Cependant, à mesure que le code source se complexifiait, des problèmes sont apparus. D'abord, le robot a commencé à souffrir de sortes de spasmes. On aurait dit des sortes de parasites. Pourtant ce n'était pas dû au matériel mais bien au programme lui-même. De plus le robot était fiable mais un temps. Il fonctionnait un moment puis finissait par devenir fou.
Le problème venait de la fonction Mélice. J'ai contourné le problème en utilisant à la place une variable qui s'incrémente. Pour résoudre les problèmes de spasme, j'ai de manière imperceptible ralenti l'exécution du programme en utilisant une fonction delay. Et ensuite, pour que le robot puisse se mouvoir, je l'ai équipé de motoréducteurs puis de roues. Le robot pouvait alors faire ses premiers tours de roue. Les motoréducteurs sont contrôlés par un signal envoyé par une carte programmable Arduino Uno. Révision 3. Via un pont électronique fait maison, le pont est composé de transistors, de résistance et de diodes de roue libre. L'alimentation des moteurs est faite par une batterie fait maison. Donc chaque élément branché en série forme une tension de 12 volts. Le robot analyse les distances et décide d'aller où il lui est le plus convenable. Remarquez que le déplacement du robot n'est pas optimal. En effet, toutes les sorties digitales de la carte programmable étant utilisées, il ne me restait que 3 sorties pour faire se déplacer le robot. Je ne pouvais utiliser qu'une sortie pour faire avancer le moteur droit, une pour faire avancer le moteur gauche et une pour faire reculer les deux moteurs en même temps. Le robot, lorsqu'il tourne, ne peut donc pas pivoter sur lui-même, mais ne peut faire qu'avancer la roue droite ou gauche. J'ai résolu ce problème en ajoutant une deuxième carte programmable qu'il a fallu faire communiquer entre elles. Contrairement à ce que j'avais prévu, j'ai décidé d'équiper le robot de bras et de mains. La main est en réalité constituée de pailles dans lesquelles des entailles ont été faites pour que les doigts puissent se plier. Des fils jouent le rôle de tendons pour faire bouger la main. J'ai utilisé une lampe rechargeable à la main. J'ai adapté le système pour pouvoir utiliser la manivelle de la dynamo. Au lieu de faire que la dynamo transforme un mouvement en courant, j'envoie un courant dans la dynamo pour que ce courant soit transformé en mouvement. Le mouvement de la manivelle tire ainsi sur les tendons de la main. Pour faire bouger le bras, j'utilise un moteur récupéré dans un magnétoscope. La main est commandée par une carte électronique fait maison constituée de relais, de diodes et de résistance. Le bras, lui, est commandé par un relais. Le robot pouvait à présent saisir des objets. L'écran LCD sert au robot pour transmettre des informations utiles. Le robot s'est encore complexifié lorsqu'il a fallu gérer le processus de charge des batteries. Les batteries étant fait maison, il a fallu déterminer le processus de charge. Il y a 2 batteries, une pour alimenter l'électronique et une pour les moteurs. Je voulais éviter une baisse de tension sur ceux qui alimentaient l'électronique. La charge doit être parfaitement maîtrisée pour éviter des risques d'explosion. J'ai développé 3 modes de charge. Une mesure des batteries est effectuée. Tant que la tension est inférieure à 14 volts, le mode 1 est enclenché. Une impulsion de 450 millisecondes est envoyée sur une des batteries, et une autre impulsion de 300 millisecondes est envoyée sur l'autre batterie. L'impulsion est de 19 volts 4,74 ampères. Cette opération se répète toutes les 5 secondes, jusqu'à ce que la batterie atteigne 14 volts. Une fois que la batterie a atteint 14 volts, on passe en mode 2, qui est le mode entretien. Les batteries reçoivent une très courte impulsion de 100 millisecondes pour une, et 50 millisecondes pour l'autre, si jamais on dépasse 14,10 volts sur une des batteries.
Alors on n'envoie plus d'impulsion. On coupe le processus de charge et on envoie un message qui indique du danger par l'intermédiaire de l'écran LCD. À tout moment, l'écran LCD nous indique les différentes étapes de la charge des batteries. Étant donné que le régulateur de tension de la carte Arduino chauffait, j'ai découpé un morceau d'aluminium que j'ai accolé au régulateur de tension. J'ai accolé au morceau d'aluminium un dissipateur de chaleur avec une ventilation récupérée sur une carte graphique. Après avoir conçu plusieurs autres cartes électroniques et continué à travailler sur le code, je suis arrivé à un bon résultat. Le robot est très fiable, surtout pour un robot développé par un amateur. À l'image, nous voyons le robot se déplacer comme bon lui semble. Ces images sont extraites d'une vidéo de près d'1h30 pendant laquelle le robot s'est déplacé de manière autonome, sans le moindre besoin d'une intervention humaine. Pour pouvoir analyser les dénivelés, le robot a été équipé d'un télémètre infrarouge. Le télémètre infrarouge envoie une lumière invisible. C'est le même type de lumière envoyée par les télécommandes de téléviseurs. La lumière envoyée se reflète sur l'obstacle. La lumière revient vers le capteur du robot. Le capteur est une photorésistance qui va permettre de déterminer l'intensité lumineuse. Une valeur exponentielle est renvoyée par le télémètre. Ceci permettant de déterminer la distance entre le robot et l'obstacle. Le capteur permet ainsi de détecter des obstacles proches du sol. Mais grâce à ce capteur, on peut aussi détecter l'éloignement d'un obstacle et ainsi détecter le vide, évitant que le robot tombe dans les escaliers. Le composant qui permet l'exécution du code source est le microcontrôleur ATmega 328. Le robot possède deux microcontrôleurs qui dialoguent entre eux afin d'effectuer des tâches réparties. Le langage utilisé pour la programmation du robot est le C++.
Son télémètre lui permet là encore d'analyser le sol et de déterminer si un défaut du sol s'avère trop important et difficile à franchir, ou s'il risque de lui provoquer une chute. Grâce au télémètre, le robot peut aussi détecter s'il est en train de basculer en arrière. Dès qu'il perd l'équilibre, il corrige pour ne pas tomber. Grâce aux bandes de roulement, il peut se déplacer même sur des terrains difficiles. Seule l'herbe lui pose problème, étant donné que les brins d'herbe s'avèrent être pour lui des obstacles, il rebrousse chemin pour Pour mettre le robot en charge, il faut le faire s'arrêter et brancher le chargeur. Une fois qu'il a détecté que le chargeur était relié, il arrête de se déplacer. Une fois le chargeur débranché, le robot reprend sa route. Après seulement 15 jours de développement, le robot faisait ses premiers tours de roue. Mais l'ajout de nouvelles fonctionnalités comme la main et le bras, le processus de charge autonome, etc., ont fait que la place fut de plus en plus réduite pour travailler et des soucis sont apparus. Le robot était fonctionnel au niveau de sa main et de son déplacement au bout de moins de 2 mois de conception. Mais il a fallu 2 mois et demi supplémentaires pour le rendre parfaitement fiable et résoudre tous les petits soucis. Il aura donc fallu au total acheter 3 fers à souder, les 2 premiers n'ayant supporté le soudage intensif. Mais également plus de 800 canettes de coca, un disjonctement électrique. Soit 4 mois et demi de développement pour aboutir à ce résultat.